Est-ce qu'on peut réellement prendre tous les aspects de la problématique en considération, selon vous? Je vais notamment citer le conflit israélo-palestinien qui a lieu en ce moment, c'est un fait d'actualité. Bien sûr, les médias, ça reste à nuancer, puisqu'on sait que ce sont des médias qui sont contrôlés. Je vais vous présenter deux images, vous pouvez en choisir une et l'analyser. Est-ce que vous voyez ces deux images? Oula. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format. Alors, je vois que vous avez tous bien désactivé votre micro et votre caméra. C'est parfait parce que parfois, il peut y avoir des petits bruits de fond qui peuvent, entre guillemets, un petit peu gêner. Donc, nouveau format. D'habitude, on faisait des petits lives sur Instagram, mais Instagram, ça bug beaucoup. La qualité est pas géniale. Et donc, si on voulait des os blancs de qualité, bah, je pense que c'est beaucoup mieux de passer par Zoom. Malheureusement, le petit live a été décalé, donc c'était censé être 18h. Et finalement, ça s'est fait à 18h30, ce qui fait qu'on n'est pas nombreux, mais du coup, c'est une opportunité pour vous, puisque vous avez plus de chances d'être choisi pour passer un oral blanc. Donc, je vois qu'il y a un Antoine qui est connecté. Est-ce que tu es bien le Antoine qui voulait passer hier? Et si oui, eh bien, on peut commencer ton oral, si tu peux activer la caméra et le son. Oui, c'est moi. Eh ben, c'est parfait, Antoine. Je te laisse activer ta caméra et ton son. Bonjour, Bonjour, j'espère Antoine. que Ça va bien? tout le monde live. Bah oui, ça va. Super. Pas Alors, bah déjà, stressé. merci de participer. Donc, pour les autres, soyez bienveillants puisque c'est assez difficile de passer devant tout le monde. En plus, quand on est dans la prépa, bon, bah, vous connaissez un petit peu entre vous. Là, ce sont un petit peu des inconnus. Donc, si vous n'êtes pas bienveillant, bah, c'est tout simple. En fait, vous allez partir de la visio, mais il n'y a pas de raison. Donc, merci Antoine d'accepter de passer. Ça va être sympa. Donc, tu es en première, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que je commence direct la présentation comme à l'oral de Sciences Po ou est-ce que... Ouais, t'inquiète pas, on va se mettre vraiment dans les conditions réelles. Donc, je vais te demander de te présenter, etc. Juste avant, tu es bien au courant que tu as enregistré, diffusé. Pas de souci avec ça. Top. Est-ce Ça que fait combien de temps que tu es dans la prépa? ça fait un mois tout pile? Ok, donc tu peux nous donner peut-être ton retour à chaud. Comment s'est passé ce premier mois? Ben, pour l'instant, du coup, j'en avais parlé avec mon coach, c'est Mathis et Camille. Et donc là, c'est surtout sur le point de vue où j'augmente un peu la culture générale, mes lectures, tout ça. Mais pour l'instant, j'aime bien le format, les vidéos sont claires, et puis c'est pas c'est pas c'est pas trop long non plus, c'est pas non plus accablant. Donc c'est un format qui est vraiment bien au final. Top. Ben, merci pour ton retour. Camille et Mathis, ils sont sympas? Ouais, Bon, top. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est que bah, on va se mettre dans les conditions réelles, même si parfois tu ne sais pas répondre à une question ou que tu perds un petit peu le fil. Et c'est vraiment de pas te déconnecter de l'oral, de vraiment prendre ça comme si c'était un véritable oral blanc, de te mettre dans les conditions réelles. Et si tu hésites, tu mets un petit peu de temps pour réfléchir, c'est pas du tout grave. L'idée, c'est que tu restes à fond dans l'exercice et comme ça, on débriefe ça. T'es prêt? allez. Bonjour, jeune homme, je vous laisse vous présenter. Donc bonjour, moi je m'appelle Antoine de Chy. Je suis au lycée Fénon en Clermont-Ferrand. Actuellement en première, j'ai pris les spécialités AGGSP, mathématiques et SES. Je suis aussi en classe euro. Et pour l'année prochaine, j'ai l'intention de garder justement SES et mathématiques avec toujours cette classe euro et également l'option maths expert. Je suis bénévole à la banque alimentaire, donc j'ai fait la collecte en novembre et je fais aussi du baseball à côté. Donc moi, pour moi, Sciences Po, c'est vraiment une réelle opportunité. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, à mon avis, les sciences humaines, c'est vraiment ce qui permet de comprendre le monde. Et le fait de comprendre le monde, ça empêche justement d'en avoir peur et donc d'avoir des réactions qui, elles, seraient démesurées et pas propices à un monde raisonné. Donc, en fait, pour moi, la peur vient de l'inconnu et donc le fait d'étudier les sciences humaines, comme on le fait par exemple à Sciences Po, me permettrait, moi, de comprendre cette société dans laquelle on évolue et donc de, de réduire cette peur de l'inconnu. Puis voilà, aussi d'étudier l'humain, parce que en fait, on est entouré d'humains et c'est ça qui est génial, c'est le fait de pouvoir euh, comprendre un peu comment les gens fonctionnent avec la sociologie, la science politique, etc. Pour en revenir plus concrètement à Sciences Po, moi, vraiment, le campus de Sciences Po Paris, ce serait vraiment une super opportunité pour moi, parce que vraiment, c'est un campus que j'adore. Je sais que le mot est un peu tabou, mais par sa pluridisciplinarité.
Mais par contre, le campus de Dijon, parce que je sais qu'il est justement basé un peu sur l'Europe et l'Europe centrale, de par mes origines. J'ai des origines polonaises, donc c'est pour ça que ça me tenterait également, si jamais j'ai la chance, comme je vous le dis, de l'intégrer. Donc voilà. Eh bien, merci pour votre présentation. Vous avez parlé de peur du monde lorsqu'on ne le comprend pas. Est-ce que vous avez un exemple concret? Alors, en fait, c'est la théorie des réactionnaires, c'est-à-dire que de nombreuses personnes ont étudié les réactionnaires, c'est-à-dire des personnes qui vont excusez-moi. Ce sont des personnes qui, elles, vont réagir plutôt qu'agir. C'est la théorie de Nietzsche, notamment. Donc, pour Nietzsche, il y a les personnes qui agissent, donc les hommes supérieurs, en quelque sorte, et puis ceux qui réagissent. Il y a donc cette théorie des réactionnaires qui, elle, qui va plutôt s'orienter sur le fait que ces gens-là vont euh, réagir, comme le dit le nom, en fait, à quelques propos, à une situation. Alors que l'homme réfléchi, l'homme qui a étudié, qui a de la science, en fait, lui va plutôt s'orienter vers un débat nuancé et donc va laisser en quelque sorte de côté ses émotions et donc ce côté réactionnaire et polémique pour lui adopter justement un point de vue qui est nuancé, un point de vue qui prend en compte tous les aspects de la problématique, etc. Et c'est ça qui est réellement intéressant. Après, je sais pas ce que vous en pensez, c'est mon point de vue. Est-ce qu'on peut réellement prendre tous les aspects de la problématique en considération, selon vous? Alors, c'est un sujet qui est très complexe parce que c'est un objectif, c'est un idéal. Ce serait même une utopie, comme on dirait. Mais comme toute utopie, c'est irréalisable. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tendre vers justement cet idéal. C'est-à-dire qu'en étudiant plusieurs points de vue, par exemple, on peut parler du conflit géopolitique actuel. Je vais notamment citer le conflit israélo-palestinien qui a lieu en ce moment, c'est un fait d'actualité. On a d'un point de vue le point de vue d'Israël qu'on peut avoir avec les médias notamment. Bien sûr, les médias, ça reste à nuancer puisqu'on sait que ce sont des médias qui sont contrôlés, mais on peut aussi adopter le point de vue palestinien, mais pas au niveau. En fait, il ne faut pas se baser, mais il faut réfléchir. Comment chaque partie prend, en fait, quels sont les inconvénients, pardon, les avantages et quels sont les intérêts. Parce que comme on dit, en géopolitique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc en fait, le fait de nuancer ses propos, d'adopter plusieurs points de vue, ça permet de voir partout et dans toutes les mesures là où on peut justement éviter des conflits bêtement avec ce côté réactionnaire, ce côté où on se précipite sur un ressenti. Vous avez parlé de médias contrôlés? Bien sûr, faut savoir que les médias sont, je vais prendre encore une fois l'exemple euh, d'Israël et de la Palestine. Il faut savoir que les informations, les sources palestiniennes sont contrôlées par le Hamas, l'organisation de la bande de Gaza, qui est l'autorité sur ce territoire. Donc, c'est-à-dire que ces sources ne sont pas tout à fait fiables. On a une fiabilité qui est remise en cause. Par contre, on peut essayer quand même d'adopter un point de vue qui lui, pardon, reste quand même un minimum objectif au vu de la considération humaine et des valeurs que l'on apprend notamment au lycée ou dans l'enseignement occidental. C'est-à-dire que nous, on est extérieur au conflit et donc c'est une réelle chance de pouvoir se dire que malgré le fait que cette objectivité soit remise en cause par des intérêts, comme je l'ai dit, on peut justement avoir plusieurs visions et donc ne pas être plongé dans la propagande, ce que craignait d'ailleurs Orwell, par exemple. Mhm, vous pouvez développer? Alors, Orwell, c'est un écrivain britannique qui est d'ailleurs notamment connu pour ses œuvres sur le totalitarisme. Donc, on cite La ferme des animaux, 1984. Et pour Orwell, la langue est le moyen le plus efficace de contrôler la population. On va le voir notamment dans La ferme des animaux avec les cochons, pour reprendre justement cet exemple, les cochons qui vont réussir par leur capacité intellectuelle à affirmer leur supériorité face aux autres et donc à se glisser à l'élite. Bien sûr, c'est une critique avec le point de vue d'Orwell, donc encore une fois, c'est pas nuancé. Mais ça reste intéressant de voir que la langue, c'est un réel outil de maîtrise des populations, selon lui, bien sûr. Mais on peut également citer la novlangue dans 1984, avec un appauvrissement de la langue pour appauvrir la pensée, tout simplement.
Très bien, je vous remercie. Je vais vous présenter deux images. Vous pouvez en choisir une et l'analyser. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez ces deux images? Oula. Hmm. Ouais. Il y en a une qui vous inspire? Bon. Et ben, sûrement l'image du bas. Très bien. Est-ce que vous pouvez agrandir pour avoir uniquement l'image du bas? Est-ce que là, c'est mieux? Oui. Donc, ok. Donc sur cette image, on peut voir plusieurs mains dans du gravier. Donc c'est une sculpture. On suppose qu'ici, on a dans un premier temps le fond et la forme. C'est-à-dire que on a la structure de l'œuvre et aussi le fond, ce qu'elle dénonce, son message, si on suppose qu'elle en a un. Donc on va partir dans un premier temps sur la forme. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une sculpture. Donc une sculpture qui représente des mains. Et donc ça montre la place de l'art dans la vision de l'humanité. Donc ici, on a par exemple une introduction à tout ce qui est l'influence artistique. Donc on peut penser à la littérature ou comme dans le cas présent, justement, à... excusez-moi, j'étais déconcentré par le message. Ou justement, dans ce cas-là, pour l'art, la sculpture. Donc cet art, il nous permet justement de nous ouvrir l'esprit. C'est-à-dire que pour la plupart des artistes, l'art, c'est une manière d'ouvrir notre esprit, comme je l'ai dit justement, à différentes visions. Donc ici, on se rend compte que cette statue est un peu, enfin, en quelque sorte, elle est assez abstraite, puisqu'on n'a pas non plus de travail réellement euh, concret sur un message de fond. Après, bien sûr, on peut en déduire. C'est ce qu'on va avoir désormais avec notamment le fond. Donc, selon moi, ces mains me font penser à de la solidarité. Solidarité qui est une valeur plutôt euh, humaniste, humanitaire. C'est quelque chose qui devrait être commun à tout le monde. C'est-à-dire que, en tant qu'humains, nous devons nous aider les uns les autres. C'est ici, on voit des mains qui semblent converger en un seul point. Un peu comme si on avait cherché à faire en sorte de montrer que les humains sont des êtres qui communiquent entre eux. C'est-à-dire, comme le disait, il me semble, Socrate dans les politiques, l'humain est un animal social. Donc, ce qu'on a ici, c'est-à-dire que l'humain a besoin des autres pour vivre. Toutefois, on peut apporter une nuance à cette idée. On retrouve ici le fait que on a une concurrence, une rivalité entre les mains. C'est-à-dire que ceux qui arrivent à avoir quelque chose en privent les autres. Comme on le voit par exemple, la main tout en bas n'a rien. Et donc ça révèle une réelle inégalité dans notre monde qui, elle, peut être notamment discutable avec des compromis politiques. Mais cela, ça reste un sujet un peu plus vaste. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je l'élargisse ou pas, comme vous voulez. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous combattez les inégalités, ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous faites au quotidien par rapport à cela? Donc, comme on dit, même l'homme le plus injuste est d'accord pour dire que l'injustice n'est pas quelque chose de viable, n'est pas quelque chose Et c'est qui a d'envisageable. dit ça? Alors, c'est le précepteur, c'est un podcast que j'écoute, mais donc c'est pas réel, c'est un professeur de philosophie, mais c'est pas réellement, c'est pas un philosophe. Enfin bon. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est-à-dire que l'humain, tout bonnement, il va chercher à se dire que il faut s'aider parce que on peut être aidé en retour, parce que l'inégalité est injuste. Sauf que on se rend compte dans notre monde que, eh ben, encore une fois, c'est une utopie. C'est une utopie qui reste souhaitable, parce que, enfin, c'est un bien beau monde que de voir les humains s'entraider. Mais donc, on retrouve ici
encore une fois, une divergence entre les esprits. C'est-à-dire que on va avoir des valeurs qui vont être négociées avec une définition qui, elle, va être différente un peu en fonction des personnes. Donc ces personnes vont se regrouper dans certains partis. Donc ici, on peut penser notamment au clivage gauche-droite qu'on retrouve dans le monde entier, bien qu'il soit plus nuancé, des fois avec de la droite plus présente dans certains pays, par exemple les libéralistes aux États-Unis. On pense aussi toute l'influence libérale du monde anglo-saxon, ou même des fois plus sociale. Pour reprendre les mots de Monsieur Castel, en France, la France est un État social. Donc, comme le prouvent nos différentes mesures sociales. Et donc, ici, la solidarité, c'est vraiment une valeur que l'on pourrait classer à gauche. Bien sûr, je ne dis pas que la droite ne tend pas vers la solidarité. Tous les partis politiques français sont d'accord généralement avec la devise liberté, égalité, fraternité. La fraternité, ça rejoint la solidarité. Donc je ne suis absolument pas en train de dire que les partis de droite sont contre cette solidarité. Je dis juste que à gauche, c'est une valeur qui est plus pesante dans la balance morale et dans les valeurs. Donc, malgré euh, ce clivage gauche-droite, on est d'accord pour dire qu'il y a un réel sinistrisme, c'est-à-dire le fait que la balance entre la gauche et la droite en politique a tendance à aller vers la gauche avec le progrès. Donc peut-être qu'avec la caméra c'est inversé, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc le sinistrisme, ce qui vient par exemple, en italien, la sinistra c'est la gauche, et donc avec le progrès, on a tendance à aller vers de plus en plus à gauche. Donc, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que même avec le temps, cette solidarité, pardon, même si on considère le temps qui évolue et ce sinistrisme, cette solidarité, elle restera une valeur fondamentale, et je l'espère tout profondément, du monde. C'est-à-dire que on retrouve partout dans le monde des associations. Donc, on a la Croix-Rouge qui a longtemps milité pour justement aider les autres. Et puis après, on a également des politiques qui, eux, vont plaider justement pour cette solidarité, puisque tout homme euh, raisonnable ne voudrait pas que son semblable meure, notamment meure de faim, enfin, soit soumis à toutes ces insécurités que la vie peut, enfin, cette précarité face aux aléas de la vie. Et donc, c'est-à-dire que même l'homme le plus irraisonnable serait assez raisonnable pour comprendre que cette solidarité est nécessaire, car ben, la précarité peut arriver à tout le monde. Eh bien, je vous remercie. Vous auriez aimé tomber sur quelle image? J'aurais préféré tomber sur une image relatant de l'économie ou de la sociologie, sûrement, parce que c'est plus mon domaine. C'est-à-dire que, en fait, je suis vraiment passionné par Bourdieu. C'est peut-être un peu classique, mais Bourdieu, ou encore, j'adore les travaux de, tout simplement de Becker avec Outsider et comprendre sur la déviance. Donc, en fait, pourquoi les individus réagissent comme ça dans une société? Pourquoi on en est arrivé là? Et c'est ça toute l'essence de la sociologie. Sauf que la sociologie va de pair aussi avec l'économie. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre de la sociologie, l'exemple du déterminisme social de Bourdieu. C'est-à-dire que si l'on est fils d'ouvrier, eh bien, ça, d'après lui, toujours, on aurait moins de chances de finir cadre ou dans des professions, on dit haute profession intellectuelle. Donc, c'est-à-dire qu'on a un déterminisme. C'est-à-dire qu'à la naissance, nos, notre avenir est quasiment déjà tracé. Donc ça s'accompagne avec justement de l'économie. C'est-à-dire qu'en économie, on va chercher à augmenter un capital, c'est-à-dire un capital économique, des fonds, tout bonnement, des fonds voilà, des capitaux financiers. Mais par contre, en sociologie, on va reprendre cette idée de capital avec le capital global, capital culturel, toujours d'après Bourdieu. C'est-à-dire que les deux sont étroitement liés. C'est pour ça que je trouve ça réellement intéressant de s'intéresser à la sociologie pour comprendre l'économie et à l'économie pour comprendre la sociologie. Parce qu'en fait, ce sont deux choses qui sont tellement liées qu'on pourrait, elles semblent pas comme ça, mais on pourrait, en fait, on pourrait quasiment pas étudier l'une sans l'autre parce il y a une corrélation réelle entre les deux. Qu'est-ce qu'un habitus selon Bourdieu? Alors, c'est une question qui m'intéresse vraiment, enfin, et que je trouve assez pertinente, parce que d'après Bourdieu, l'habitus, c'est ce qui nous définit, nous, notre manière d'être, de penser et d'agir.
Donc là, on retourne encore une fois au principe d'aliénation et au déterminisme social, donc l'habitus de classe. C'est-à-dire que, je vais illustrer mon propos. Lorsqu'on a un individu qui va intégrer justement des normes et des valeurs, c'est-à-dire des règles et des idéaux communs, donc d'après Bourdieu, cela va s'intégrer dans sa manière d'être et d'agir dans le futur, d'où le déterminisme social. Par exemple, un enfant de professeur va avoir tendance, en famille, au dîner, à parler de cours, d'histoire, de géographie ou même d'actualité. De ce fait, il va avoir tendance à s'intéresser plus naturellement à ces sujets-là. Bien sûr, ici, également, on pointe du doigt le problème de la méritocratie. La méritocratie qui, d'après Bourdieu, est un idéal. Pour lui, celui qui réussit grâce à la méritocratie est l'exemple qui confirme la règle. La méritocratie qui, encore une fois, d'après Bourdieu, est une forme de justification des élites. Ils justifient leur déterminisme social grâce justement à excusez-moi, grâce justement à cette idée de méritocratie. Sauf que, on va pas se leurrer, l'école et le monde n'est pas un monde égal et égalitaire. Comme on dit, comme disait Monsieur Ramous, il me semble, je suis de gauche car la nature est de droite. Certains sont naturellement plus avantagés que d'autres. Et donc, le déterminisme social, c'est l'exemple de ça. Et cet habitus va réellement jouer parce que, comme disait Marx avec sa théorie de l'aliénation, excusez-moi, en fait, on ne peut pas enlever un habitus. Lorsqu'on chasse l'habitus, il revient au galop. Quel est votre projet professionnel? Alors, j'aimerais vous parler d'un réel projet professionnel. Toutefois, il me semble que dans un monde qui évolue constamment, le projet professionnel reste encore une problématique qu'il faut traiter avec nuance et importance. En effet, votre question est très intéressante parce que je le conçois et je le vois. Cette problématique du projet professionnel, elle va changer en fonction de ce qui va se passer également dans le monde. C'est-à-dire que d'ici l'aboutissement de mes études, de nombreux phénomènes vont se passer. Toutefois, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que mon projet professionnel sera basé sur les sciences humaines parce que c'est vraiment ma passion et c'est ce que j'aime faire. Et après, on peut également dire que ce projet professionnel sera soit tourné vers l'international pour éviter des conflits, justement, pour éviter la désinformation qui est le fléau de ce monde, ou encore même pour éviter, je pense ici aux guerres inutiles parce que, comme on dit toujours, la parole vaut mieux que la guerre. Donc, ça serait, pardon, pour en revenir à la question, je me suis un peu égaré. Ça serait soit sur un plan des affaires internationales, soit sûrement sur la politique pure et dure. Donc, peut-être, afin, je l'espère, de me présenter comme député un jour, qui sait si j'ai réussi à être élu, mais peut-être que mon cœur me dirait plutôt de pencher vers la diplomatie pour éviter des conflits là où il n'y en a pas lieu d'être forcément, alors que on pourrait tout bonnement, avec la parole, régler certains problèmes. Selon vous, être député, c'est un métier ou une vocation? Pour moi, être député, c'est une passion. Nous aimons notre pays, c'est le principe du patriotisme. Le patriotisme qui, d'ailleurs, trop souvent est, est réglé enfin, va de pair avec nationalisme et totalitarisme. Et c'est fort dommage parce que on peut être progressiste et aimer sa patrie. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est député, on veut aider les autres. On ne fait pas pour nous-mêmes. Enfin, on n'a aucun intérêt à aider nous-mêmes. Ce qu'il faut, c'est que il faut considérer que nous sommes une nation et que tous ensemble, nous avancerons, ou tous ensemble, nous resterons à stagner à ce même point. Être député, c'est aller de l'avant. Et donc, ce n'est pas un métier où on se dit je me lève le matin à 6 heures et puis métro, boulot, dodo, pour parler vulgairement. En fait, député, c'est vraiment une position qui demande de la réflexion, mais également des valeurs profondes et
et un réel sens de l'humanité. Très bien. Je vous remercie. Alors Antoine, qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que j'ai pas été assez concret. Enfin, je me suis trop égaré. Tu fais quelque chose au niveau des... est-ce que tu, je sais pas, tu as déjà passé un concours d'éloquence? Est-ce que tu fais du théâtre? Non, mais je le passe l'an prochain. En fait, c'est que dans mon lycée, il y a un concours d'éloquence, mais je le passe en terminale. Mais pour être honnête, c'est que je m'appuie un peu, j'essaye de reproduire l'éloquence du précepteur. Ok, intéressant. Non, c'est parce que tu parles très bien, tu t'exprimes très bien, tu as une bonne élocution. Et surtout, bah, ta pensée est reliée à ce que tu dis. C'est-à-dire que surtout quand euh, on fait ce genre d'exercice, c'est toujours un petit peu stressant. Donc parfois, soit ça tourne en rond. Souvent, c'est très clair dans votre tête, mais ça se traduit pas dans l'oral. Et donc là, c'était vraiment bien. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. Vous pouvez réagir dans le chat, mais en tout cas, tu as eu pas mal d'encouragement pendant le live, pendant que tu passais. Et c'est vrai qu'au niveau de ton élocution, au niveau du rythme que tu prends, etc. Alors ça pourrait peut-être être un petit peu plus fluide, puisque en plus, je vois très bien comment parle le précepteur, et c'est vrai que c'est dans le cadre d'un podcast, donc je pense que tu peux rajouter de la fluidité, mais sinon, bien sûr, je pense que tu le sais, et qu'on te l'a déjà dit, tu t'exprimes très bien. En tout cas, ça fait plaisir. Mais T'as j'espère pensé de encore. l'image. J'ai vu que tu partais bien, je me suis dit, je vais mettre des images horribles, on va voir s'il s'en sort. Non, mais les images, j'ai paniqué, honnêtement. Ça, déjà, la première, je me suis dit, c'était sur l'art, et l'art, c'est le sujet que j'ai pas encore bossé. Après, voilà. C'est, pour être honnête, là, j'ai mis deux images assez terribles. C'est extrêmement rare qu'à l'oral de Sciences Po, ils vous mettent deux images artistiques, notamment aussi, aussi peu concrètes, hein. On était vraiment sur de l'art contemporain. C'était pas comme si c'était une œuvre qui était connue ou qui était ancienne. Généralement, ça va être une image beaucoup plus d'actualité et une image beaucoup plus artistique. Tu t'es quand même bien débrouillé parce que tu as une très bonne culture. Pour donner aussi d'autres pistes, on avait fait passer un élève dessus parce que c'est une image qui est réellement tombée à l'oral de Sciences Po Paris. Il avait parlé un petit peu, il avait évoqué les mêmes thèmes que toi. Il avait par exemple parlé de solidarité. Tu as tenu assez longtemps hein, pour une image de ce style et c'était très clair. Mais c'est vrai que du coup, cet élève qui était en terminale avait duré plus longtemps parce que il avait fait il avait parlé, il avait dit oui, du coup, ce que ça m'évoque, alors ça m'est vraiment personnel. D'ailleurs, tu as fait un très bon point, tu as dit est-ce que vous voulez que je vous en parle? Donc ça, c'était très bien, ça nous a permis de rebondir sur l'image et de gagner pas mal de temps. Donc rien à dire au niveau de l'analyse d'image. Juste pour donner des pistes, je ne pas dit que tu aurais dû faire ça, mais c'est pour ceux qui nous écoutent. Dans le cadre de cette image, la personne avait parlé du génocide juif. Elle avait parlé, elle disait que ça lui faisait penser à Liste de Schindler, la couverture en fait du DVD où en fait il y a deux mains qui se touchent. Et du coup, elle avait parlé en fait de la solidarité puisque Schindler justement a sauvé des Juifs qui travaillaient pour lui. Du coup, cet élève aussi avait fait écho avec le film Une vie, du coup, qui vient de sortir, avait pu rebondir justement sur des exemples historiques. Donc, je pense que c'est le genre de choses aussi qui peut bien plaire au jury. Et comme tu l'as dit, voilà, ce qui te manquait peut-être, c'était un peu de concret, c'est-à-dire que tu es très bon dans les concepts. En plus, tu sais très bien les expliquer, donc c'est super. Et c'est vrai que si tu avais illustré un petit peu par des cas concrets, après, tu n'as pas eu vraiment non plus l'occasion de le faire parce que je t'ai pas posé trop de questions personnelles, mais je pense que ça peut être une marge d'amélioration. De donner un petit peu des anecdotes vivantes, des choses concrètes, des exemples finalement. Tu l'as fait pour les théories, pour montrer en fait qu'on pouvait relier la sociologie et l'économie. Ça, c'est très intéressant. Je pense que tu peux encore l'implémenter, mais en plus, l'oral était un petit peu plus court, c'est 25 minutes, alors que d'habitude, enfin, le véritable oral est 30 minutes. Non, c'était super. T'as un super niveau, donc tu peux être fier de toi. Est-ce que vous Je avez des suis assez. reproches à faire à Antoine? Est-ce que vous avez des critiques? Est-ce que vous avez trouvé qu'il avait mal répondu à une question? Je prends un petit peu les questions. Alors, comment on fait pour passer? C'est dur de passer. C'est très dur. On l'a vu hier. Donc, on a décidé de passer sur Zoom parce que c'était un petit peu plus
c'est de la meilleure qualité. Instagram, ça bug beaucoup. Évidemment, sur Zoom, on est un petit peu moins, c'est normal. C'est pas juste se connecter à un live, c'est passer par un lien, etc. Ce qu'on fait, c'est que je vais pas passer beaucoup d'euros à chaque fois. Par contre, on va faire beaucoup plus ce genre d'exercice. À chaque fois, je vais faire passer une personne. Et évidemment, on priorise, on donne priorité aux élèves qui sont inscrits dans la prépa stratégie, comme c'est le cas d'Antoine, parce qu'ils ont souscrit du coup à notre préparation. Et s'il n'y a pas de personnes de la prépa stratégie qui se proposent, là par contre, comme hier, on a fait passer Anaïs par exemple, euh, alors qu'elle n'était pas dans la prépa stratégie. D'ailleurs, Anaïs est-elle présente? Je crois ne pas la... Ah, je vois. Oui, je suis là. Ok. Eh ben écoute Anaïs, eh ben, si tu es là, on va te faire passer. En tout cas, merci beaucoup Antoine. Merci à tous. J'aurai l'occasion du coup de te revoir pendant l'année. Et puis, Oui, euh, je pense. et puis voilà, je pense on va faire du bon travail. D'accord. Merci beaucoup à tout le Merci monde. Et à puis, toi. moi, je vais me mettre à mes devoirs. Bonne soirée Antoine.